Bonjour à toutes et à tous, vous regardez L'œil de Moumou, votre émission hebdomadaire qui ausculte chaque semaine nos grands médias et nous en livre les dérives, les dérapages et parfois, vraiment parfois, les quelques rares accomplissements. Et cette émission n'existe que grâce à vous. Alors continuez de nous soutenir. Allez, L'œil de Moumou, c'est parti. Salut Mourad, ça va ? Oui, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toi, chère Amira. Et puis, on se retrouve tous les deux. Eh oui, aujourd'hui, Ça on faisait est un que petit, tous les ça deux, faisait un pas petit moment. d'invités. Ouais, ça faisait un Voilà. petit moment. Je voulais mettre des petits fours, un peu de champagne. Oui. Et puis, bon, la charte de bonne conduite du média m'a interdit Eh ben de le oui, pas faire. Donc, d'alcool tant pis. au travail. Eh Hein. ouais, c'est comme ça. C'est Allez, la joie. on est tous les deux aujourd'hui, mais tu as plein de choses à nous dire cette semaine. Et avant de commencer avec tes tops et tes flops, bien sûr, on va parler de ton préambule. Et tu vas commencer avec Jean-Marc Morandini. On le rappelle, il a été condamné pour corruption de mineurs, mais il a été maintenu à l'antenne. Ouais, il a été condamné définitivement. C'est important comme notion. Donc là, il part auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui était prévisible. Hein, on en avait parlé d'ailleurs dans cette chronique. Alors heureusement, il n'est pas là parce que vu la moyenne d'âge des salariés du média, il y aurait des risques. Mais heureusement, il n'est pas là. Alors ouais, il est condamné. Et alors ? Et là, on va avoir Pascal Praud qui va passer l'antenne à Morandini, tranquillou bilou, et Morandini qui a un petit cœur qui bat, va s'émouvoir qu'un jeune adulte soit victime d'une absence de rédemption parce que incarcéré, patati patata. On nage en plein délire. Je vous laisse écouter. Jean-Marc Morandini, c'est à vous. On va voir un témoignage incroyable et exclusif tout à l'heure. Ce sera vers 11h30. On va voir un jeune garçon qui a 19 ans, qui sort de prison. Il vient de faire 8 mois de prison pour trafic de drogue et il essaie de sortir du narcotrafic. Et il nous dit, mais personne ne m'aide. Voilà, il n'y a pas une seule structure, il n'y a pas une seule personne qui a envie de me tendre la main et qui veut m'aider pour sortir du narcotrafic. Et il sera en direct avec nous. Et on va vous écouter. Bon, on reste sur CNews pour ne pas changer à Mourad. Et on va parler de Christine Kelly. Il lui arrivait quoi exactement ? Elle nous a fait une Golnadel. Alors, qu'est-ce que c'est une Golnadel ? Je vous en avais parlé ici une fois. Golnadel, c'est donc l'avocat Gilles William Golnadel qui alors, je ne sais pas si c'est d'ailleurs s'il plaide parfois, parce qu'il est quand même assez souvent sur les plateaux de CNews. Et il avait expliqué notamment que... alors, j'étais en train de nettoyer les sanitaires, je pense. Et puis... parce que évidemment, je regarde pas H24 ces chaînes-là, je suis pas les yeux rivés. Et puis, vous savez, il y a des moments comme ça où on arrête et puis on regarde la télé parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il vient de dire. Et en fait, il disait en gros que l'esclavage, alors Pardon de vous le dire, mais je pense que l'esclavage n'est pas reconnu comme un crime contre l'humanité, ni un génocide. Bah, je me dis, ouah, qu'est-ce qu'il lui prend ? Il vient d'adhérer au parti. Il a pris sa carte à la fête de l'UMA. Et en fait, non, pas du tout. Et donc, il dit ensuite... on ne parle pas du tout de l'esclavagisme arabo-musulman. Ah, alors j'ai reposé ma balayette et je me suis dit, ouf, j'ai retrouvé mon goldo. Et donc c'est ça, faire une Golnadel. Et elle va faire exactement la même chose à propos du racisme dans la police. Je vous laisse écouter ce premier extrait. Moi, mon frère et moi, on a quitté notre petite Guadeloupe et on est arrivé à Paris pour travailler, mon frère se faisait arrêter tout le temps. Il n'a rien fait du tout. Il se faisait arrêter tout le temps. Et c'était quand ? moi, quelle époque ? Quelles années ? Non, mais même aujourd'hui, il se ferait encore arrêter. Il est parti au Canada pour ça. Donc, Christine, vous êtes d'accord sur le fait qu'il y ait une forme de discrimination, c'est ça ? Laissez-moi terminer. Non, mais je vous laisse terminer, mais j'essaye de... Laissez-moi terminer. Et là, pareil. Enfin, franchement, elle fait... quelque chose, Christine Kelly, qui relève d'un truc digne de l'extrême gauche la plus radicale, à savoir reconnaître les violences racistes dans la police. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Bon, maintenant, je suis un peu rodé. Je suis vacciné, ouais, bien sûr. Et effectivement, l'histoire m'aura donné raison. Je vous laisse écouter la suite. Moi, je ne me faisais arrêter jamais. Et en fait, l'idée, c'est surtout que
c'est toujours les mêmes profils qui sont des délinquants. Et même lorsqu'on voit, et ça m'est arrivé de discuter avec des Antillaises qui me disent « Mais moi, lorsque je vois certains profils, même moi, j'ai peur, même moi, je me cache en faisant le code. » Et pourtant, elle n'est pas policière raciste. Mais c'est toujours les mêmes profils qui attaquent, c'est toujours les mêmes profils qui sont des délinquants, c'est toujours les mêmes profils qui vont vous invectiver. Et je vais vous dire, celle qu'on a vue tout à l'heure, en tout début, comment elle s'appelle, Karine, qui a témoigné, Capucine. Ouais. Je ne sais pas, mais je pense que tous les téléspectateurs imaginent déjà le profil qui aurait pu oui, mais ça reste de l'imagination, on n'a pas d'infos, donc voilà. Soyons prudents, on ne sait pas. Je dis que on imagine, parce que malheureusement, qui fait les refus d'obtempérer? Qui sont les délinquants? Malheureusement, Jean-Marc, on en est là. Moi, ça m'arrache le cœur. C'est dommage que ce soit les mêmes profils, mais ce sont les mêmes profils. Vous êtes d'accord avec ça, Sabrina? C'est souvent les mêmes profils, en tout cas, on ne va pas dire toujours, mais on va dire souvent en tout cas. Oui, c'est souvent les mêmes profils, alors moi, c'est malheureux. Donc, c'est complètement gueudin. Elle explique que, en fait, si la police est raciste, c'est parce que les auteurs de délits, de crimes et tout ce que vous voulez sont basanés, noirs, tous le même profil, c'est ce qu'elle dit. Ouais, et puis elle anticipe, à tel point qu'elle est remise, vous avez vu, elle est remise, elle est recadrée sur le plateau parce que on ne sait pas qui a été l'auteur du délit, du crime dont elle parle. C'est juste hallucinant. Et donc ils sont comme ça, c'est-à-dire que même, à chaque fois qu'ils essayent d'aller sur un terrain qui peut satisfaire quelque chose des droits de l'homiste que nous sommes, en fait non, c'est juste évidemment pour justifier leur racisme crasse. Allez, on va parler de David Guiraud. Il a été accusé d'injures à caractère antisémite par Meilleur Habib. Il a été relaxé. Et dis-nous, Mourad, qui est l'avocat de Meilleur Habib? Je vous donne un indice, tu l'as très bien imité il y a quelques secondes. Oh, j'ai pas cette prétention, pardon de le dire. Mais bon, non, mais il s'est pris une tôle, donc en première instance, je le précise, donc il n'est pas définitivement condamné, alors que Golnadel, par ailleurs, est lui définitivement condamné dans une autre affaire, et donc repris de justice. Mais Meilleur Habib n'a pas pris forcément les meilleurs pop-corn du cornet. Il a pris donc Golnadel notamment. Et donc, il s'est pris une tôle. Il va faire appel. Il l'a annoncé. Je rappelle que quand même que David Guiraud, en fait, ce qui s'est passé dans je crois que c'était la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale. Ce qui s'est passé, c'est quand même que c'est Meilleur Habib, le meilleur d'entre nous, qui a dit d'abord, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Et c'est ensuite que David Guiraud a répondu. Et donc, le tribunal, à la 17e chambre correctionnelle de Paris, spécialisée dans les questions notamment de diffamation et de presse, lui a donné raison. Mais qu'est-ce que disait Golnadel, donc son avocat, à Meilleur Habib, qu'est-ce qu'il disait de lui-même? Le mec, il est quand même extraordinaire. De lui-même chez Raslar TV, donc évidemment Frontières. Je vous laisse écouter, c'est assez amusant. Je ne me considère pas, en dehors même du fait que je ne suis pas d'un... le premier défaut qu'on me prête, c'est pas d'être une modestie excessive, mais je ne considère pas comme le plus mauvais des avocats. Ah là là, quelle humilité ce Golnadel. En tout cas, Meilleur Habib, lui, c'est pas l'humilité qui va l'étouffer, mais il est plutôt violent. Dis-moi, il voulait, excusez-moi du terme, casser la gueule à David Guiraud, si j'ai bien compris. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure défense pour l'arrivée de l'appel. Mais oui, il va clairement dire que... Alors, c'est ce qu'on appelle une prétérition, c'est-à-dire qu'il dit je l'ai pas fait, mais en fait il appelle clairement à casser la gueule, à casser les dents à David Guiraud. Je suis pas sûr que ça va être efficace le concernant. Je vous laisse écouter cet extrait. C'est pas un extrait, pardon, c'est un montage et je remercie Libre Insolent de l'avoir posté. J'avais envie de lui rentrer dedans et de lui casser la tête. Ce jour-là, j'aurais dû lui répondre, le fracasser. J'aurais dû rentrer sur lui, lui fracasser la tête, lui fracasser 3 dents, lui donner 2 coups de tête et le mettre par terre. Je me suis dit, tu aurais dû l'allumer ce jour-là. Je ne l'ai pas fait et je le regrette. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais dû le faire. Je ne fais pas l'apologie de la violence sur cette chaîne. Quand vous traitez de cochon, bien sûr. Voilà, ça suffit, je regrette. Voilà, j'aurais dû l'allumer, il aurait été esquinté, mais je regrette. C'est fini. Et là, Mourad, tu vas nous parler de France Info et d'un invité ces derniers temps plutôt régulier. C'est qui? Alors, c'est complètement sidérant. D'ailleurs, c'est le terme qu'il emploie lui-même. C'est Nicolas Conquer. On en a parlé ici déjà. On les alerte, alors ici et sur les réseaux, depuis très longtemps, France Info, que ce mec est complètement à l'ouest et
sans jeu de mots, puisqu'il représente soi-disant en France le parti de Trump, les Républicains en l'occurrence. Et il va, en fait, il y a une lettre qui a été publiée, une lettre au gouvernement norvégien par Trump. Et il va dire, vous allez le voir, alors c'est sidérant en majuscule, même pour attaquer Trump, ils sont incapables de formuler un prompt IA, donc intelligence artificielle, cohérent et ressemblant. Le niveau est abyssal et comme prévu, des médias vont tomber dans le panneau. C'est affligeant et surtout indigne du devoir de l'information. Donc, il fait allusion à ce fameux courrier que Trump aurait envoyé au gouvernement norvégien. Et là, juste après, il dit « Je reconnais avoir douté, comme d'autres, de l'authenticité de la lettre de Trump et adressée au Premier ministre norvégien. Mais après lecture attentive, rien ne me choque, rien ne me froisse. J'adhère pleinement et défie quiconque d'y trouver objectivement matière à scandale. » Le mec, dans un même temps, il est capable de dire que c'est un fake, que c'est la gauchiasse machin qui est même pas foutu de faire quelque chose de correct en termes d'IA. Et puis après, une fois qu'il a compris que c'était une vraie lettre, eh ben, il va dire qu'il n'y a rien à enlever, il n'y a pas une virgule à retirer. Et ce mec-là, donc, alors lui, que ce soit une tanche, ça ne me dérange pas, mais il est invité régulièrement en tant qu'expert, en tant que représentant des Républicains en France, sur le service public, en l'occurrence France Info. S'il vous plaît, France Info, prenez un peu conscience et mesure de ce que vous faites et rayez-le complètement. Sinon, je veux dire, on essaye de vous défendre un tout petit peu quand même. Essayez d'être un peu sérieux et de ne plus inviter ces gens-là. Ce ne sont ni des experts, ni des responsables de think tank, là, machin. Enfin, c'est des trucs d'essayistes à la con et compagnie. Essayez de trier un tout petit peu. Vous nous devez, c'est le service public, un peu de sérieux. Et on finira ton préambule avec cette jolie demande. Mourad, allez, c'est le moment de passer à tes tops de la semaine. Alors, les tops cette semaine, Mourad, sont tous consacrés à Frontières, avec cette semaine spéciale Frontières. Ils ont été épinglés par le Conseil de déontologie journalistique et de médiation. Et pour cause, Mourad, tu vas tout nous expliquer. Ton œil aiguisé a repéré pas mal de trucs cette semaine chez Frontières. Merci. Alors oui, on l'avait annoncé, le fait qu'ils avaient été épinglés par le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, comme tu le dis, très bien. Ils ont en fait confirmé leur excellence en plusieurs épisodes cette semaine. Tout d'abord, alors il y a eu un harcèlement de rue et une réponse que je juge appropriée. J'assume totalement ce que je dis. C'est une vidéo qui a d'ailleurs été retirée du fil de Jordan Darrocha Florentin, donc l'une des fleurs, c'est incroyable. Celui qui a vu, vous vous rappelez, sa carte de presse non renouvelée, ce qui est un exploit. Et donc, il va de nouveau faire du harcèlement de rue. Je le dis bien, du harcèlement de rue. C'est-à-dire que le harcèlement, de base, c'est quelque chose de répétitif. Le harcèlement de rue, c'est autre chose. Le harcèlement de rue, c'est par exemple une femme qui va se faire harceler, qui va se faire emmerder dans la rue. Ça s'appelle du harcèlement de rue, c'est puni par la loi. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Et comme je l'avais déjà dit, il va choisir un profil particulier de victime. Il ne va pas prendre Ashton, il s'en prendra une dans la tronche. Il va prendre une femme qui a peut-être mon âge. Mais il s'en est quand même pris une dans la tronche. Il s'est pris un aller-retour dans la gueule. Et c'est pour ça qu'il a, je pense, retiré la vidéo. Mais regardez bien cette scène, ça n'est pas du journalisme. On n'a pas le droit de faire ça. Ce qu'on appelle les micro-trottoirs, qui n'ont que peu d'intérêt, on doit demander le consentement aux personnes. On pose le micro et la caméra avant d'aborder les gens. On se présente. On ne va pas les harceler, les poursuivre dans la rue et surtout les insulter comme il l'a fait. Je vous laisse regarder. À propos de Carlos Bilongo, ils vous ont choqué, madame? Vous soutenez Sofia? Mais regardez comment vous vous comportez, madame. T'as pas le droit de me... Qu'est-ce que vous faites, madame? Mais ça va pas d'agresser des gens comme ça dans la rue? Vous n'avez pas à venir nous agresser. Vous baissez le ton, s'il vous plaît. Pardon? Ça va pas? Et vous serez jugé, madame. Vous serez condamné. Bravo, madame. C'est-à-dire, c'est une menace? C'est une menace, madame? Vous agressez les gens dans la rue comme ça, madame? Alors, bien sûr, on ne va pas excuser la violence de la jeune femme, même si franchement,
On peut avouer qu'on la comprend ici, mais on se rappelle que le Jordan d'Arocha-Florentin, c'était celui qui avait harcelé Mathieu Slama, qui vient régulièrement sur le média. Ah bah absolument, et qu'il avait donc tracé, il avait repéré son heure de passage. Enfin, c'était parce qu'il disait qu'il avait soi-disant croisé dans la rue. Ouais, mais zéro. C'était anticipé complètement. Alors moi, par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je vous salue, Madame pleine de grâce, une femme qui réagit à un harcèlement de rue avec ses moyens à elle, un aller-retour. Moi, honnêtement, ça ne me dérange pas. Je trouve ça tout à fait proportionné. Oui, c'est ton rôle, moi, bien évidemment. Moi, mon rôle, c'est un peu de modération dans cette émission, bien sûr. Mais voilà, gloire à vous, madame. Si vous nous regardez, je vous salue vraiment affectueusement. Alors, on va toujours parler de frontières, on vous l'a dit, cette semaine, c'était une semaine chargée. Et puis, il y a ce passage de Julien Girard qui nous fait de sacrées confessions sur ses addictions. Et puis, il en a plusieurs apparemment. Il pensait être en off, manque de peau, la vidéo a pas mal tourné. Oui, alors c'est signé Stranogo, S-T-R-A-N-O-G-O, qui a posté ça, je pense, le premier sur les réseaux sociaux. Ça a énormément tourné. Où donc, effectivement, il va, Julien Girard, dire qu'il a une gueule de plouc parce que, à cause de l'alcool, à cause du shit. Alors, plus personne dit ça en 2026, mais bon, admettons. Et en fait, il va... ça va tourner énormément, donc c'est en off apparemment, et il va confirmer lui-même que ça a été fait à son insu, machin. Alors bonjour l'ambiance au sein de Frontières. Alors dans toutes les rédactions, il y a des tensions. Je veux dire, voilà, on va pas leur jeter la pierre. Hein. Le média, c'est un peu sur ces questions-là la terre promise, mais aller balancer un off de vidéos volées où le mec est mis en difficulté à ce point-là, c'est un petit peu compliqué. Et donc, il va essayer d'expliquer, et je vous montrerai juste après, en quoi tout ça, c'est pas vrai, que c'est du mensonge, que c'est de la calomnie, et ainsi de suite. Mais je vous laisse regarder l'extrait à proprement parler. Vas-y, on fait genre, je le lis. On fait genre, ouais. J'ai tellement claqué que j'avais pas de mots. Putain, moi aussi. Mais en plus, moi, j'ai le visage bouffi à cause de l'alcool, du shit. Toujours, ça te bouffi. Une bonne nouvelle, vieux Hermès qui va revenir tout à l'heure au bureau, donc tu pourras aussi faire des photos. Oh là! Et donc, il va faire un test urinaire. Alors, il l'annonce. C'est mignon. Ouais, bon appétit. Il va faire un test urinaire qui devrait normalement prouver que voilà, il a pas du tout consommé de cannabis et ainsi de suite. Sauf que le test urinaire, d'abord, il est foireux parce que le test urinaire n'a aucune valeur. Pardon de le dire comme ça, mais aucune valeur juridique. C'est-à-dire qu'il peut très bien demander à un copain de faire pipi dans le popo et puis de le donner au laboratoire. Et puis là, c'est de sa propre initiative. Donc Oui, en plus. Donc, il n'y a pas d'huissier. Enfin, c'est pas un truc... voilà. Et en plus, il va poster... Mais comment est-ce qu'on peut être bête à ce point-là ? Il va poster le résultat du test, soi-disant, du test présumé, et il va le poster en laissant apparaître, regardez bien, c'est formidable, il va gommer son numéro de sécu, d'accord ? Numéro de sécu qui peut être récupéré par n'importe qui pour faire une fausse carte vitale, par exemple. Il va le poster et en le gommant, et regardez juste en dessous, je demande à Bérénice, notre chère monteuse, de maintenir à l'écran l'image. Il va gommer et laisser juste en dessous l'adresse mail où on voit l'intégralité de son numéro de sécurité sociale. Alors, je le dis bien, très tranquillement, aucun journaliste ne commettrait une erreur pareille. Pourquoi ? Parce que, d'abord, par réflexe professionnel, mais surtout, parce que si on est capable de faire ça, ça veut dire que demain, si vous avez une information, par exemple, à envoyer par mail, par SMS, par, je sais pas, par DM ou je ne sais quoi, à Frontières, ça signifie que ces gens-là,
ces gens-là, qui ne sont pas journalistes du tout, sont capables de faire une capture d'écran, de la balancer sur les réseaux, où on verra apparaître votre numéro de téléphone, votre adresse mail, et vous serez ensuite sous le coup potentiellement d'un harcèlement numérique extraordinaire. Donc c'est quand on peut poster ses propres données sur les réseaux sans réaliser que ce qu'on fait, on est capable de le faire pour ces sources qu'on est censé protéger. Donc ce ne sont pas des journalistes. Merci la commission de la carte de leur avoir retiré cet agrément. Alors, Frontières, ils ont réussi un sacré coup. Ils ont réussi à trouver un ancien adhérent LFI devenu maintenant raciste. Alors, explique-nous qui est ce monsieur et ils l'ont trouvé comment? Ah, c'est le champion du monde du yo-yo, parce qu'il passe de la gauche à la droite, à la gauche, à la droite, enfin à la droite, l'extrême droite. Alors, c'est un hasard. Ils étaient dans la rue et puis ils ont entendu le micro. Un garçon qui raconte avec un look très particulier. Je veux dire, moi, on peut me confondre avec Mohamed VI jeune. Lui, on peut le confondre avec personne d'autre. Et ils vont tomber sur lui dans le Nord comme par hasard. Et il va leur sortir un propos qui m'a laissé penser très, très honnêtement au début que c'était un sketch. En fait, pas du tout. Je vous laisse écouter. C'est dangereux de tenir ce type de discours. Moi, quand j'étais adhérent à la France Insoumise, c'était entre guillemets, c'était en 2022, donc c'était avant le 7 octobre 2023. C'était avant l'antisémitisme, la montée de l'antisémitisme. J'étais vraiment dans un discours lutte des classes, augmentation du SMIC. Bon, maintenant, j'y suis plus évidemment, mais c'était la défense des travailleurs et c'est pas la défense des blancs, des noirs, des jaunes, des gris ou je sais pas quoi. Oui, certains ils voient même du racisme anti-blanc dans les propos de Bilango. Bien sûr. Vous en avez vu, vous, à la France Insoumise, quand vous y étiez? On trie les gens, bien sûr, dans les localités, enfin dans les municipalités, c'est évident, bien sûr. Mais c'est comme, comme à la fête de l'humanité où il y a une femme voilée qui a dit attention, il y avait un cochon grillé, puis il y a que des blancs à la fête de l'humanité, c'est une fête de blancs. Mais Georges Marchais dans les années 80, mais aujourd'hui il est à l'extrême droite, Georges Marchais. Alors c'est qui? Quand je parlais de yo-yo, c'est qui ce brave garçon passé de l'extrême droite à LFI, puis à l'extrême droite, enfin vraiment le yo-yo. Je ne veux pas dire autre chose. Rencontré par hasard dans la rue, on a la réponse et c'est lui-même qui va se planter. Et donc, je ne comprends pas. Alors, heureusement, ils ne sont pas sur la TNT. C'est quelque chose de confidentiel, Frontières. Mais regardez jusqu'où ils vont dans le mensonge et la manipulation de l'information. C'est exceptionnel. Et surtout, à chaque fois... Et c'est là que c'est formidable, parce que moi, ça me permet de dormir un peu plus tard le matin. Je me lève vers 11h maintenant, parce qu'en fait, ils font le travail pour moi. Je vous laisse écouter. Alsacienne, de race sécane et catholique. Vous m'avez appris, j'avais 12 ans à l'époque, vous m'avez appris la chanson de Roland. C'est-à-dire que sans vous, j'avais 12 ans, 12 ans on ne connaît pas forcément. Ah non, bien sûr. Donc, et c'est en lisant ce bouquin ou un autre, je ne sais plus, que c'est celui-là, la chanson de Roland, le Lydia de l'Odyssée français. Voilà. Vous êtes, je suis ravi. Bon, là, ça va être l'heure de ton dernier top, Mourad. Il n'y a pas de flop cette semaine. Et pourquoi? C'est exceptionnel parce que je voulais laisser un peu de place au microscope qui me semble important. Oui, qui est chargé. Vous allez le voir dans quelques instants. Alors, ce dernier top, c'est attribué à Julien Pain et ça s'appelle Débunkage de compétition. Oui, alors c'est pauvre Julien, on en parlait la semaine dernière. Je suis désolé, mais je ne comprends pas. Ça questionne un tout petit peu. Alors, il dit qu'il y a plein de photos, et il a raison, et de vidéos qui sont soi-disant postées depuis l'Iran. Et puis là, il va en poster une, et il dit attention aux images qui circulent sur l'Iran. Par exemple, celle-ci, une vidéo qui montre une jeune femme enlever son voile et arborer un t-shirt « Fuck Khamenei ». Elle a été tournée à Paris. Il s'agit d'une militante du groupe d'extrême droite Eros. Alors bon, au moins, on a une info sur le groupe d'extrême droite Eros. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je vais vous laisser regarder cette capture d'écran qu'a postée Julien Pain. Je ne suis pas entièrement d'accord. Parce qu'il y a quand même... Moi, je pense qu'elle a été vraiment, vraiment tournée en Iran. Il y a plusieurs indices. Il y a par exemple les immeubles haussmanniens en second plan. Très iranien. C'est iranien. Qui est allé à Téhéran le sait. Ensuite, il y a les sapins de Noël.
décorés, enguirlandés. Les sapins de Noël, je ne connais pas de mois de décembre sans sapin de Noël à Téhéran. Et puis, les drapeaux français, juste à droite, là, vous voyez, sur la photo. Je ne connais pas de manifestation à Téhéran ou en Iran en général sans Non, mais franchement, il faut... Alors, je ne comprends pas. Alors, soit c'est du 114e degré, ce que je ne pense pas, soit je ne vois pas l'intérêt d'avoir ce genre de position en disant « Ouais, je suis un débunker, je vais vous montrer, je vais vous raconter ». D'ailleurs, c'est l'un des slogans de France Info. On va vous expliquer. Genre, vous connaissez rien, vous êtes des blaireaux. Nous, on va vous dire, on va vous raconter la vérité. Non, il faut à un moment donné arrêter de déconner et faire un peu d'information sérieuse. Julien, c'est pas contre toi, c'est juste que là, c'est juste pas sérieux, quoi. Arrête de nous prendre pour des cons. Il faut stopper la condescendance. C'est ce qui nuit un tout petit peu à l'image de la profession, je pense. Et justement, l'Iran, ça va faire l'objet de notre microscope. C'est tout de suite. Et oui, le microscope cette semaine consacré à l'Iran et surtout au traitement médiatique, l'éventuelle, l'hypothétique attaque de Donald Trump sur Téhéran aura comme conséquence. Nos médias français en ont beaucoup parlé cette semaine. Mourad, tu as repéré plein de choses, bien évidemment, dans nos médias. Et l'un des premiers, c'est Armin Harefi qui remet les pendules à l'heure sur un plateau télé et il le dit. Non, la gauche française, et on comprend bien le sous-texte, on parle de LFI, bien sûr, LFI n'aime pas les mollahs et ne les défend pas du tout. C'est un peu le fil conducteur, c'est un peu le fil rouge de ce qui s'est passé toute cette semaine sur les médias, à savoir, comme tu l'as bien souligné, Amira, à savoir qu'il s'est passé, alors j'ai pas mon chrono, mais il s'est passé en moyenne 12 secondes entre le soutien aux Iraniens et la condamnation des LFI. Parce que quand même, ils sont exceptionnels, ils sont extraordinaires. Et effectivement, je vais y revenir juste après, mais c'est toujours le fait d'accuser la gauche française d'avoir soutenu le peuple palestinien, mais en fait, c'est pas le peuple palestinien, c'est le droit international. Et là, comme par hasard, comme par hasard, de pas soutenir les Iraniens, comme si on ne soutenait pas c'est un troisième personne du singulier, on ne soutenait pas le peuple iranien, mais évidemment que si. Sauf que ça revient, et comme tu le dis, heureusement, c'est parfois corrigé comme ici. Je vous laisse écouter. On ne va pas y passer trop de temps, parce que je voudrais vraiment qu'on puisse justement s'intéresser à l'hypothèse d'une action américaine. Mais Armin Harefi, je veux bien vous entendre là-dessus. Est-ce qu'il y a une forme d'aveuglement de certains politiques ou médias français de gauche, pour reprendre pas uniquement, mais notamment sur ce qui est devenu la République islamique d'Iran, c'est-à-dire le rêve originel ou initial de 79-80 qui continuerait d'expliquer certaines réactions, ou pas du tout pour vous? Écoutez, déjà, j'aimerais juste rappeler qu'en 1979, les gens qui se sont fait berner par le discours de l'ayatollah Khomeini, il y a certains d'intellectuels de gauche, comme ça a été dit, il y a une grande partie des Iraniens qui ne connaissaient pas cet opposant de l'oncle d'Atosha. Il n'avait pas lu ses écrits, notamment sa thèse du Velayat Efari, le pouvoir du guide suprême, qui est d'ailleurs inédit dans l'histoire de l'islam chiite, alors que la religion et la politique sont séparées dans le chiisme traditionnel. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas eu de véritable expérience d'islamisme, même si c'est un islamisme chiite à la tête d'un État. L'Iran a servi de laboratoire pour le pire, il faut dire clairement les choses. Et donc, je pense que c'est assez simpliste d'imaginer qu'il y a eu un aveuglement alors que personne ne connaissait déjà tout maintenant. Comment? Moi je parle de l'époque de 1979. De 1979, à l'époque de Khomeini, personne ne savait, et surtout les Américains, pour eux le grand ogre c'était le communiste et pas les islamistes. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'au même moment, lors de on va dire la guerre d'Afghanistan, les Américains ont soutenu les moudjahidines afghans contre les soviétiques qui, pour certains d'entre eux, deviendront Al-Qaïda. Et alors, si je puis me permettre une analyse personnelle,
professionnel, enfin personnel aussi, je trouve que le rebelote, le fil conducteur, ça a été ça. Et c'est alors Léa Zilia 7 sur les réseaux sociaux qui va, je trouve, résumer de manière parfaite ce qui s'est passé pendant toute cette période, qui à mon avis va encore se repasser, mais je suis certain qu'on va être malheureusement amené à en reparler prochainement. Ouvrez les guillemets. Ils se servent de l'Iran pour elle ouvre les guillemets, racheter une humanité à dessein, celle qu'ils n'ont pas eue pour les Palestiniens. C'est exactement ça. Une grosse diversion pour faire oublier Gaza. Rien de sincère, 3 petits points. Et vraiment, Léa, chapeau bas, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. À tel point que, par exemple, Nathan Devers sur France Info va appeler à l'ingérence de Trump, va soutenir l'ingérence de Trump en Iran, après des larmes pour le peuple iranien, qu'on n'a pas franchement décelé au moment des massacres à Gaza, je le redis. Et là, on va voir une espèce de mise en scène de quelque chose qu'on aurait aimé entendre durant ces 2 dernières années au cours du génocide à Gaza. Je vous laisse écouter. Moi, je vais vous dire, Claire-Elisabeth et Paul, je n'arrive pas à dormir en voyant les images. Il y a les chiffres qui sont abominables, qui sont peut-être sous-estimés, on verra. Mais les images des morgues, ces corps de jeunes, de personnes plus âgées, d'hommes, de femmes aussi, suppliciés, massacrés, une balle dans la tête, comme des chiens dans des morgues avec du sang partout, tués par des monstres, par des gens qui foutent le sang, l'horreur, une sorte de fascisme dans tout le Moyen-Orient depuis des décennies. C'est abominable. Un des grands théoriciens du droit d'ingérence avait dit que dans certaines situations, quand il y a des massacres, ne pas intervenir, c'est faire de la non-assistance à personne en danger. Si M. Trump, qui a à certains égards poussé le peuple iranien à se révolter, en tout cas qui les a encouragés. Si M. Trump les abandonne, eh bien je crois que ce sera la tâche internationale la plus grande dans l'histoire de ces 2 mandats présidentiels. En gros, ce que tu essayes de nous expliquer, Mourad, c'est que cette peine qu'ils ont pour les Iraniens, et puis c'est une peine qui est noble en tant qu'humain, on doit l'avoir pour tous ces milliers d'Iraniens qui se soulèvent et qui sont tués parce qu'ils se soulèvent contre un régime autoritaire, mais cette peine, elle est un peu manipulée, elle est un peu déguisée finalement. Complètement. Il y a eu un summum, c'est un dressage de listes comme au bon vieux temps. C'est bien les listes, mais quand c'est la gauche qui reprend des listes faites par les personnes elles-mêmes, c'est mal, c'est antisémite. Mais là c'est bien. Oui, Julien Terry pour pas le citer. Mais là c'est bien. Et c'est fait par le propagandiste Simon Moss. Je crois qu'on prononce Moss, moi je l'appelle Pousse-Mousse, mais bon, on va dire Moss. Et surtout, c'est là que c'est grave, c'est relayé par le journaliste de Libération, Jean Quatremer. Et donc, ils vont dresser une liste que vous allez voir, où on trouve des gens qui simplement ont milité pour le respect du droit international et qui là se font taxer de pro-Hamas, d'une part, et qui, comme par hasard, rebelote, je vais avoir mal au doigt à force, comme par hasard, ne soutiendrait pas le peuple iranien. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Bien sûr que si. Sauf que ça ne s'appuie sur rien et ça relève de la délation totale et absolue. On a dans ce même cas d'école Emmanuel Ravasi, alors qui se dit spécialiste de l'Iran. Je ne sais pas qui c'est. Honnêtement, je ne sais pas qui c'est. Il est journaliste. Mais spécialiste des relations internationales de l'Iran. Voilà. Alors, il va mentir factuellement sur le fait que les acteurs culturels, il va s'appuyer sur un truc d'Eli Chouraki, Eli Chouraki, allez voir la liste des films qu'il a fait. Si vous arrivez à m'en citer un, je vous donne mon passeport. Il va s'appuyer sur les propos d'Eli Chouraki pour dire que les acteurs culturels ne se mobilisent pas massivement pour l'Iran, alors qu'ils se sont mobilisés massivement pour Gaza. Ce qui est complètement faux. D'abord, factuellement, c'est faux. Ceux qui se sont mobilisés pour Gaza en ont pris plein la gueule. Je prends l'exemple évidemment de Blanche Gardin ou de notre ami Guillaume Meurice. Et puis, on avait ici, par ailleurs, reçu Benjamin Biolay qui avait expliqué qu'on n'a pas forcément
on n'est pas forcément obligé d'avoir des injonctions comme ça pour les artistes et compagnie sur des questions de géopolitique. Ce que je peux entendre, hein. Je ne suis pas d'accord sur le fond, mais sur la forme, je suis entièrement d'accord avec lui. On n'a pas à leur mettre un flingue sur la tempe pour leur demander de s'exprimer. Mais donc ceci plus cela fait que non, il n'y a pas eu d'engagement pour Gaza de la part du monde culturel. Il va quand même y aller, et il va y aller de ses mensonges et de ses manipulations. Je vous laisse écouter. Je n'ai peut-être pas le talent d'Elie, que je remercie pour ses mots, mais évidemment, je souscris à 100% à ce qu'il écrit, parce que on a vu une partie, en tout cas importante, du monde de la culture se mobiliser pour Gaza. On ne les a pas vus se mobiliser, en fait, pour les Iraniens ces derniers jours. Bien sûr qu'il y a une vraie souffrance. Vous savez, hier, j'étais avec des Iraniens de la diaspora qui disaient, finalement, est-ce que la vie d'un Iranien vaut moins que celle d'un Palestinien? Mais encore une fois, les mouvements palestiniens terroristes qui ont participé au pogrom du 7 octobre 2023 sont des mouvements qui sont quasiment tous financés en fait par l'Iran. Et donc ça met en fait un certain nombre de leur soutien devant une contradiction qui est quand même importante. La réalité, c'est que le régime des Mollahs finance, si vous voulez, les groupes terroristes palestiniens depuis des décennies. C'est que le régime des Mollahs a des gens jusqu'à l'Assemblée nationale en France qui font son service après-vente. Voilà, donc moi je le vois bien. Vous savez, je suis journaliste depuis 30 ans. Je connais très bien le Moyen-Orient puisque j'y passe une partie de ma vie. J'ai vécu dans le Golfe Persique. Je vois bien le décalage qu'il y a, même dans certains médias d'ailleurs, il faut le dire, dans certains médias de gauche. Regardez, allumez France Télévisions, amusez-vous à ça et regardez qui va sur les plateaux. Bien sûr. Parfois. Voilà, vous avez des gens en fait qui parlent, qui ne connaissent rien à l'Iran. Vous avez des gens qui parlent, qui connaissent l'Iran, mais qui font en sorte de ne pas se mettre en délicatesse avec le régime pour pouvoir avoir des visas et continuer à aller travailler là-bas. Voilà, pendant qu'il se passe des crimes contre l'humanité en Iran. Et puis on va parler de Pouria Amirchahi, ce député écolo. Rappelez-vous, c'était cet été, il avait été interdit de territoire aux États-Unis parce qu'il est iranien, justement. Et tu vas nous le dire, il mâche pas ses mots quand il est en plateau télé. Non, parce que tout ça, c'est récurrent. Je vous montre pas tout, mais je vous en ai montré quelques exemples. Et lui, évidemment, il va un peu disjoncter parce que on en parlait ensemble la semaine dernière, l'espèce de coquille vide qui est l'association de femmes yazidis, qui en fait n'est là que pour militer pour le retour de la monarchie avec le fils du Shah d'Iran, multimillionnaire, dont le père a torturé et massacré son peuple. Pouria Amirchahi va un peu se lâcher, et je trouve que c'est bien. Alors, je le précise, normalement, il avait accepté d'être présent aujourd'hui sur ce plateau, mais malheureusement, nous sommes donc mardi, il y avait l'étude de la loi scélérate, absolument dégueulasse, la proposition de loi Yadan sur la criminalisation de la critique de la politique génocidaire de l'État d'Israël. Et donc, évidemment, j'ai compris que c'était prioritaire et on le recevra évidemment très prochainement. Je vous laisse l'écouter, c'était sur France Info. Pouria Amirchahi, vous avez fui l'Iran avec votre famille en 1976. Donc, qu'est-ce que vous inculque cette figure du fils du Shah d'Iran? On sait que déjà en 2009, au moment où Ahmadinejad est élu, il tente aussi de revenir sur le devant de la scène. Aujourd'hui, est-ce que son heure est venue? Mais c'est qui ce monsieur? Pour moi, c'est un imposteur. Je ne veux pas parler à la place des Iraniennes et des Iraniens. Shafik a dit qu'elle a fait évidemment 2 livres, elle s'est renseignée auprès de la population. Mais moi, je sais que ma mère a été torturée par sa milice, la SAVAK, battue, et plus. Je sais aussi que cet homme a délibérément accepté d'en appeler, non pas aux États-Unis, non pas à l'Amérique, à Donald Trump, qui est un fasciste, un néo-fasciste. Faut se rendre compte qu'il a été lui-même se faire adouber par M. Netanyahou, qui n'est rien d'autre qu'un criminel de guerre recherché par la Cour pénale internationale. Et c'est cet homme qu'on présente comme ça, de façon presque anesthésiée, comme étant un potentiel recours. C'est pas nous qui le présentons, c'est les manifestants qui brandissent son portrait. Il y a des manifestants, mais je ne nie pas qu'il existe. Je ne nie pas qu'il existe. Je ne nie pas qu'il a envie absolument de perpétuer la dynastie dont il est le reliquat. Et j'ai
très certainement. Je dis juste que on a peut-être mieux aussi à présenter à l'opinion comme alternative. En tout cas, ce n'est pas la seule. Il y a là quelqu'un qui se prétend, qui s'autoproclame héritier d'une dynastie qui a été balayée. C'est pas moi, républicain, qui vais demander le retour d'une monarchie. Mais il y a aussi la possibilité, dans toute révolution, sans doute très compliquée, parce que l'Iran est compliqué, vous l'avez dit, de trouver d'autres solutions. Et donc c'était le député Pouria Amir Chahi, et comme tu le disais, Mourad, on l'espère l'avoir d'ici peu, dans les quelques semaines à venir, sur ce plateau dans l'œil de Moumou. Ce sera avec grand plaisir. Allez, c'est fini pour tes tops. Il n'y avait pas de flop cette semaine, mais on va passer au coup de cœur, et tu en as pas mal. À tout de suite. Alors, tes coups de cœur, Mourad, parle-nous du premier. Alors oui, le premier coup de cœur, il va aller à une conférence, comment le génocide à Gaza a été rendu possible. C'est une conférence débat, ça se passe à Mâcon, entrée libre, ouverte à toutes et à tous. Ça se passe le samedi 31 janvier 2026. Oui, je vous annonce pas les trucs un an à l'avance en même temps. C'est à 14h, c'est à la MJC Héritant. C'est 24 rue de l'Héritant à Mâcon. Et tu y seras ou pas, Mourad ? Et non, j'y serai pas. Mais n'empêche que c'est la première étape du Moumou Tour. Quand j'avais lancé ça il y a quelque temps, c'était la première étape. C'était à Mâcon, dans cette dans une librairie d'un groupe anarchiste hyper accueillant. Et c'était d'ailleurs initié par mon ancienne maîtresse. C'est marrant. Maîtresse, je veux dire. Mais j'ai compris, maîtresse d'école. D'école élémentaire, voilà. Maîtresse qui finalement porte plutôt pas mal son titre, parce que j'en étais fou amoureux. Mais voilà, c'est comme ça, les gamins, hein, c'est particulier, parfois. C'était il y a 50 ans, il y a prescription, malheureusement. Non, je ne suis pas malheureusement, je suis toujours amoureux d'elle. Mais voilà, et donc il y a une soirée avec Pierre Stamboul, donc, qui est le coprésident de l'Union juive française pour la paix, dont on parle beaucoup ici, hein, l'UJFP, donc est un militant anticolonial, et Théo Serfati, qui est le petit-fils d'Abraham Serfati, qui est militant juif antisioniste marocain, qui a passé 17 ans en prison. Alors, pour la petite histoire, pardon, je raconte ma vie, mais j'ai correspondu avec mon père pendant très longtemps, avec Abraham Serfati, donc avec son grand-père, en prison, quand il était en prison à Kenitra, au Maroc, et nous échangions, on lui envoyait des colis, des courriers, il nous échangeait des courriers pour raconter ses conditions de détention. Donc je suis très touché par cette histoire, personnellement, je le précise, et donc, je le répète, c'est le samedi 31 janvier 2026 à 14h à la MJC Héritant. L'autre coup de cœur va aller... Alors, je fais des coups de cœur vraiment sur la question palestinienne, parce que je pense qu'on est en train de l'effacer complètement des radars. Et donc, je me suis offert de manière solidaire ce livre sans dessin pour Gaza, qui regroupe évidemment des dessinateurs qui ont chacun mis la main à la pâte. Sur ce livre, 5 € sont reversés en soutien aux journalistes palestiniens. Je rappelle qu'on en a perdu pratiquement près de 300 depuis le début. Je rappelle que Netanyahou, notamment avec d'autres démocrates comme Omar Bongo, défilait le 11 janvier à Paris, 11 janvier 2015, pour la liberté de la presse, et ce sont les mêmes qui assassinent des journalistes. Donc je vous invite à offrir, et à vous offrir, hein, parce que c'est important, les 100 dessins pour Gaza, avec donc ces fameux 5 € reversés à nos consoeurs et confrères. C'est chez Masso Édition, et puis je vous laisse consulter la liste des dessinateurs, et voilà, n'oublions pas, s'il vous plaît, Gaza. Et on le trouve facilement dans les librairies? Ah ou oui, pas? oui. Vraiment, il était en tête de gondole dans la librairie à Orléans, où je me le suis procuré. Et puis, je pense en acheter d'autres pour faire des cadeaux. Et puis, le jeudi 22 janvier à 20h15, au foyer municipal à
Audincourt. Alors Audincourt, ça faisait partie aussi du Moumou-Tour, c'est dans le Doubs. L'Atelier, l'association L'Atelier, avec l'Alliance pour l'émancipation sociale, le collectif Freedom for Palestine de Belfort, le collectif Palestine de Mulhouse, partenaire d'une soirée organisée par le collectif Gaza du pays de Montbéliard, organise donc cette soirée Palestine, lutter contre un génocide en cours. Ce sera avec Saïd Bouamama, qui est sociologue, auteur de nombreux livres, dont Manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient au cœur des contradictions du monde, et d'Olivia Zemmour, cofondatrice d'Euro-Palestine. Allez, c'est fini pour les coups de cœur. On va passer à tes remerciements, Mourad. Oui, il y en a très peu cette semaine également, parce que j'essaie d'étaler sur le temps. Il y a Sophie et sa famille. Alors, c'est des Stéphanois, enfin des gens de la Loire, des Loiretains. Je ne sais pas si on dit Loiretains d'ailleurs pour les gens de la Loire. Ils sont de Montaut, donc je les salue très chaleureusement. Je les embrasse. Il y a Pierre des Manigances, qui est une chaîne Twitch du Québec sur laquelle j'ai été invité et dont on a parlé de l'émission. Il y a Malika et Anissa de Belgique. Québec, Belgique, Une émission internationale. C'est incroyable. Donc, elles sont la sœur et la nièce d'Abdel. Et donc, Abdel les a connectées à l'œil de Moumou. Donc, elles vont voir leur première chronique de l'œil de Moumou cette semaine. Et donc, bienvenue. Bah ouais. Je vous embrasse, Malika et Anissa, très chaleureusement. Philippe du 9-3 également, qui est fournisseur d'informations sur les réseaux et qui nous suit également. J'avais une dernière chose à dire, c'est je vous annonce officiellement, c'est magistral, hein. Ah oui, là j'attends un roulement de tambour. Je crée une nouvelle rubrique dans la chronique parce que, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je suis bordélique à un point qui force l'admiration sur la gestion. Alors j'essaie de répondre au maximum à vos mails, à vos SMS, et ainsi de suite. Sauf que je suis débordé parce que je reçois un courrier complètement fou. Alors notamment, vous savez, les DM Instagram, Twitter et compagnie. Et donc, je me rappelle parfois que j'ai reçu un message et puis je ne sais plus où je l'ai reçu, si c'est Messenger, si c'est machin, si c'est... Donc, je vais essayer de régler ça. Donc, je vous présente toutes mes excuses pour le retard de correspondance ou l'absence parfois de correspondance. Et donc, je vais créer une nouvelle sous-rubrique dans l'œil de Moumou. Ça va être le courrier lecteur. J'aime bien, c'est un truc des années 80. Mais non, je vais faire un truc très rapide qui sera inséré, je pense, dans les remerciements, qui sera le courrier lecteur. C'est-à-dire que je vais... Parce qu'à chaque fois, même sur contact @lemediatv.fr, je reçois énormément. Et donc, à chaque fois, ils ont un intérêt, parce qu'ils ont un intérêt critique, notamment, ou de suggestions et compagnie. Et donc, on va faire ça, si tu es d'accord, Amira. Oui, on va les centraliser, en fait. Oui, et répondre. Alors, je vais leur répondre dès que je peux directement. Et puis, on va prendre les questions qui me semblent symptomatiques, pertinentes et voilà, d'intérêt général, pour en parler à l'antenne et donc de prendre 2-3 minutes dans chaque chronique pour leur répondre et essayer avec plaisir, Mourad. Voilà, et pour rattraper mon retard. Vraiment, toutes mes excuses, c'est de ma faute, entièrement de ma faute. Ça m'intéresse. Vous m'envoyez en plus des suggestions d'extraits et tout ça. J'ai pas toujours le temps de consulter. J'essaie de le faire au maximum. Pas toujours le temps de vous répondre, mais merci. On va corriger tout ça. Allez, c'est sur ces jolis mots, Mourad, que l'émission s'achève, malheureusement. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle rubrique, en tout cas. Et avec plaisir. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, la fin de l'œil de Moumou. Merci de votre fidélité. Et si vous aimez cette émission, si vous voulez qu'elle continue, eh bien, n'hésitez pas à nous soutenir. On a toujours besoin de vous. Allez, à la semaine prochaine et excellente suite des programmes sur le média.